Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un épisode un peu particulier aujourd'hui. De 1, on va le faire en vidéo avec mes camarades Benjamin et Christophe. Et de 2, c'est l'épisode bilan de l'année 2024 qu'on fait en 2025, mais pour nous ouvrir les perspectives de 2025. Et donc je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois Benjamin et Christophe pour cet épisode annuel qu'on fait maintenant depuis quelques années ensemble. Merci beaucoup d'être encore là. C'est à toi, Pierre. Merci. Écoutez, on a un beau programme parce qu'évidemment l'année 2024 était très riche et puis le début d'année 2025 est aussi riche, quoique, on ne sait pas si c'est riche le bon mot. En tout cas, l'idée c'est de traiter un peu ce qui a structuré cette année 2024 et on ne peut pas passer évidemment à côté des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec peut-être, Christophe, les premières données économiques, les premières données d'impact sur ces jeux qui ont été, de l'avis de tous, des jeux très réussis. Alors les données d'impact, il va falloir encore attendre un petit peu. J'aurais bien voulu pouvoir te livrer un scoop ce matin, mais c'est pas encore tout à fait fini. Donc il y a bien une étude d'impact économique qui est en cours de réalisation, comme d'habitude, hein, depuis maintenant l'Euro 2016 sous la supervision du ministère des Sports, et donc qui sera publiée d'ici fin mars, début avril. Donc pas d'informations relativement à l'impact, si ce n'est qu'il y a quelques faisceaux d'indices intéressants sur la fréquentation qui a été plus qu'au rendez-vous et sur le budget qui a été tenu, voire même un petit peu dépassé légèrement en produits et en charge, mais avec un excédent. Donc pas de chiffre d'impact, mais effectivement plutôt des chiffres sur la partie économique, sur le budget, puisque c'est là-dessus que Paris 2024 a communiqué lors de son dernier conseil d'administration, me semble-t-il, sur le fait qu'il y avait un excédent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc quand voilà, le mantra de Tony était de dire que les jeux finançaient les jeux, notamment quand on parlait du budget du COJO. Et donc effectivement, sur le COJO stricto sensu, il y a des charges qui ont été en légère augmentation et des revenus qui ont été encore plus en augmentation, notamment grâce au succès de la billetterie, mais aussi grâce au succès du programme de partenariat domestique qui a plus que rempli sa part. Et donc on a un petit excédent de l'ordre d'une quarantaine de millions d'euros qui sera reversé Ah, à c'est 40, différents acteurs. je croyais que c'était 28 moi. Juste moi, j'avais en tête ça aussi, mais peu importe, puisqu'on est en excédent et je pense que c'est le Ça, principal, c'est historique. effectivement. Alors, c'est historique et il faut mettre en avant ce côté historique et cette capacité qu'a eu le COJOP à tenir le budget jusqu'au bout, parce que c'est impressionnant, c'est rare et que ça a été bien tenu. Si on veut être un tout petit peu poil à gratter, on peut noter quand même qu'il y a eu une petite subvention du ministère de dernière minute pour assurer tout ça, qui a été délivré, je crois, en juin, si je dis pas de bêtises, et qui est à peu près de l'ordre de l'excédent. Donc, mais c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des charges supplémentaires, il y a des demandes supplémentaires de la part de l'État. Il y a plein de choses. Je dis absolument pas que c'est illogique, mais ça a été aussi forcément grâce à un soutien de dernière minute jusqu'au bout de l'État, mais ça n'enlève absolument rien à la performance d'avoir tenu ce budget, ce qui est effectivement assez exceptionnel. Ouais, Alors, parce que vas-y, question, Christophe. 28 millions d'euros, donc une petite trentaine de millions d'euros, pas 40. J'ai rajouté 10 millions d'euros dans la marque. Donc ce sera seulement 28 millions d'euros. Ouais. Non, mais c'est en effet historique, hein. Le déficit de Tokyo était abyssal. Le déficit de Pékin, on le connaîtra jamais, mais je crois qu'il était également abyssal. Et puis, en fait, il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire, cet excédent. Est-ce que on avait toujours dit qu'il allait être reversé au sport français? Qu'est-ce que ça veut dire reverser cet excédent au sport français? Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? À quoi on peut s'attendre derrière ce petit excédent budgétaire? Alors moi, juste avant l'excédent, je voudrais expliquer pourquoi c'est exceptionnel, Pierre, parce que les gens se rendent pas forcément compte. C'est qu'en fait, c'est pas des budgets, c'est pas quand vous allez faire vos courses et que vous vous dites j'ai 150 € pour faire mes courses, il faut que je tienne mon budget. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de contrats avec des clauses particulières, avec tous les fournisseurs, avec les fournisseurs à la fois d'énergie, avec tous les prestataires d'infrastructures, avec tous les prestataires qui vont construire. Et à chaque fois, il y a des cas particuliers et il y a des dizaines de clauses particulières dans tous ces contrats. Et c'est ce qui fait gonfler les additions en général de tous ces événements sportifs. C'est qu'à un moment donné, parce qu'on veut tout faire bien et qu'on est dans la dernière ligne droite,
on demande à chaque fois le maximum et on se dit oui, on ouvre les vannes, on ouvre les vannes, et on se retrouve avec un déficit à la fin parce que il y a 10 000 choses qu'on n'avait pas lues ou qu'on n'avait pas suffisamment anticipées. Et du coup, on se retrouve avec un budget qui n'est pas à l'équilibre à la fin. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la performance de Paris 2024 et du COJOP, et c'est là où il faut saluer là aussi la performance du COJOP, c'est bien sûr, comme l'a très bien dit Christophe, les recettes qu'ils ont été capables de chercher, en sponsoring, en billetterie notamment, mais c'est aussi qu'ils ont réussi à tenir les budgets sur tous les sujets, et c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en anticipant avec un grand professionnalisme, sans se laisser, entre guillemets, avoir, même si je ne pense pas que les prestataires voulaient avoir le COJOP, mais en tout cas sans se laisser déborder par toutes ces clauses particulières et par toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer jusqu'au dernier moment. C'est là qu'il y a une prouesse, et c'est là qu'on peut être très fier du travail, et que le COJOP doit être très fier du travail qu'il a réalisé. Ouais, sur ça, peut-être juste, effectivement, comme tu le dis, Benjamin, il y a deux, enfin, quand on construit un budget, il y a deux aspects. Il y a un budget revenu, il y a le budget charge. Effectivement, c'est un budget de plus de 4 milliards d'euros, et c'est un budget pluriannuel. Donc, voilà, c'est une performance en soi de l'avoir tenu, parce que dans cette pluriannualité, on a connu quand même le Covid et un conflit militaire armé en Europe. Donc, malgré ça, effectivement, on a réussi à tenir le budget. Donc, ça veut dire que dans la construction budgétaire, en termes de prévision de revenus, ils avaient dû être plutôt conservateurs, en tout cas viser quelque chose qu'ils étaient susceptibles d'atteindre. On sait que parfois dans les constructions budgétaires, c'est souvent aussi là que ça pêche, c'est-à-dire qu'on promet monts et merveilles en termes de revenus et on n'atteint pas la cible. Et donc on peut avoir un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on peut avoir la non-atteinte de la cible de revenus, ce qui a été le cas, voire même ce qui a pu être dépassé sur billetterie et partenariat. Et on peut avoir une explosion des charges, comme l'indiquait Benjamin, parce qu'effectivement, sur un budget pluriannuel avec 2,7 milliards d'achats, ben, ça peut déraper, il peut y avoir des surprises non anticipées, etc. Et donc c'est vrai qu'au bout du compte, c'est bien cette construction budgétaire et son suivi au jour le jour par Fabrice Lacroix et ses équipes qui a permis d'avoir une bonne tenue et cet excédent. Et donc pour répondre à ta question sur l'excédent, effectivement, donc il va être reversé, hein, cet excédent, c'est-à-dire que Paris 2024 n'a pas vocation à garder quoi que ce soit, parce que le COJOP en lui-même, le COJOP va être dissous dans les prochains mois. Et donc cet excédent va être versé au mouvement sportif dans son ensemble. Une partie au mouvement sportif international, puisqu'il y a une partie qui revient au Comité international olympique et qui va nourrir notamment le programme de solidarité olympique. Hein. C'est pas pour nourrir les rémunérations de quelques dirigeants, c'est pour nourrir le programme de solidarité olympique partout sur la. C'est pas du genre du CIO. Commence pas à être mauvaise langue. Et donc ça, c'est une petite, voilà, il y a à peu près 20% de mémoire qui revient au CIO, et il y a 80% de cet excédent qui revient lui au mouvement sportif français, CNOSF, voilà, qui va pouvoir assurer aussi une utilisation et ou une distribution de ces fonds pour faire en sorte de financer des actions de développement du sport partout en France. Super. Et pour préciser ce que Christophe a très bien dit, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées par le CNOSF en lien avec Paris 2024 depuis des années, et on peut imaginer que c'est un certain nombre de ces initiatives qui vont continuer à être financées grâce notamment à ces financements-là. On peut parler de la semaine olympique et paralympique qui va être poursuivie par le CNOSF dans les prochaines années. On sait que le CNOSF a été avec Paris 2024 à la manœuvre sur, mais on y reviendra peut-être, l'exceptionnel dispositif Allez les Bleus, qui a donné eu des animations extraordinaires dans tous les endroits. On sait que c'est un dispositif qui devrait pouvoir continuer aussi et qui devrait être pérennisé. C'est tous ces dispositifs-là qui vont pouvoir être aussi travaillés. Il y a eu beaucoup de travail du côté du CPSF sur les clubs inclusifs. On peut supposer aussi que c'est ce type d'actions qui vont être financées. Donc, Paris 2024 a initié un certain nombre de programmes en collaboration avec le mouvement sportif français, et il y a fort à parier que justement cet excédent vienne alimenter ces dispositifs, en tout cas ceux qui ont le mieux marché dans les dispositifs qui ont été travaillés depuis quelques années. Ouais. Donc c'est une réussite totale. Il faut aussi en effet saluer les partenaires qui ont mis des sous, mais aussi les partenaires qui ont permis d'implémenter un certain nombre de dispositifs. Ça a permis aussi de mettre en lumière le savoir-faire français en matière d'organisation des jeux et de grands événements sportifs. Donc en espérant que cette filière de l'événementiel français à grande échelle puisse aussi se développer en dehors de nos frontières.
Il y a beaucoup d'événements sportifs de grande ampleur qui arrivent. Il y en a d'autres, évidemment, et notamment les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet de cascade, de percolation de ce savoir-faire français sur les grands événements sportifs à l'international? Moi, je pense qu'il faut revenir sur ce que tu dis, Pierre, parce que c'est essentiel. On parle beaucoup de sport, évidemment, c'est la thématique de ton podcast, mais pour moi, l'immense succès de Paris 2024, c'est pas un succès sportif, c'est un succès de l'événementiel français et du savoir-faire français en matière d'accueil de grands événements. Pas de grands événements sportifs, de grands événements tout court. Le vrai succès des Jeux, qu'on a tous vus et vécu, c'est ça, c'est une cérémonie d'ouverture exceptionnelle qui a fait briller Paris et la France à l'international, sans lien direct avec le sport, même s'il y en a un parce que c'est les Jeux, mais voilà. C'est une ambiance pendant 15 jours qui a été absolument étonnante. C'est une ville de Paris qui a été absolument irréprochable sur l'accueil, sur la propreté, sur tous ces sujets-là, sur les transports pendant 2 quinzaines. Donc c'est exceptionnel. Et donc effectivement, je pense que la grande démonstration des Jeux Olympiques et des Paralympiques de 2024, c'est la capacité de la France à accueillir des événements exceptionnels et à les accueillir dans des conditions absolument optimales de tous les points de vue. Et il m'apparaît impossible dans ces circonstances que toutes les entreprises françaises qui ont travaillé pour l'organisation de ces Jeux ne puissent pas à un moment donné capitaliser sur ces organisations pour briller à l'international. Je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises, enfin je le sais même, qui commencent déjà à travailler avec d'autres organisateurs d'événements sportifs. Et on peut prendre la manière, sans citer de nom, la plus évidente. C'est une entreprise française qui a travaillé sur le relais de la flamme et qui a coordonné le relais de la flamme de Paris 2024, travaille avec un partenaire italien sur les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Donc oui, ce savoir-faire français, il a été vu par tout le monde, il a été évident et forcément, il va susciter des convoitises, susciter des envies de faire appel à ces mêmes prestataires pour les événements internationaux qui vont suivre dans les prochaines décennies. Christophe, tu voulais rebondir sur ça? Ouais, non, mais je vais pas redire ce qu'a très bien dit Benjamin. Peut-être dire deux choses complémentaires. La première, c'est que les jeux, les gens ont démontré aussi que quand on met des moyens, et quand je parle de moyens, c'est des moyens publics ou des moyens privés, mais quand on met des moyens d'énergie au service d'un projet et qu'on les met de façon collective et coordonnée, ça fonctionne très bien. Là, ça a été le cas, c'est-à-dire que Paris 2024 a été un immense catalyseur d'attention politique, de moyens économiques, et on a vu que ça avait extrêmement bien fonctionné dans les 2 quinzaines, que ce soit les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Il n'y a pas eu de couac significatif. Ça a été très très bien organisé, extrêmement bien délivré, avec des choses dont on nous disait que c'était impossible, notamment toute cette organisation hors stade ou hors enceinte sportive qui a été extrêmement bien délivrée. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qu'on peut vraiment mettre en évidence. Et effectivement, la deuxième, c'est tout ce savoir-faire. Il y a le savoir-faire des entreprises, c'est vrai, qui va pouvoir être revendu puisqu'on a eu un showroom exceptionnel pendant les 2 quinzaines. Et puis il y a des savoir-faire aussi individuels, puisque il y a une partie des équipes de Paris 2024 notamment qui va rejoindre la grande cohorte des personnes qui passent d'un événement sportif à un autre. Et donc on voit que dans les profils notamment du COJO, il y en a certains qui ont rejoint Milan Cortina, il y en a d'autres qui rejoindront probablement Los Angeles. Et c'est vrai que ça fait aussi, enfin, je trouve que ça contribue aussi à valoriser notre savoir-faire, parce que on vient chercher les meilleurs. Voilà, quand on organise un événement comme ça, on veut s'entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, il y a une partie des meilleurs qui sont français, et ça, je pense qu'il faut le valoriser, parce qu'à l'international, c'est important de pouvoir être présent dans ces organisations-là. Encore une fois, il faut féliciter ce COJOP et la direction de ce COJOP, Tony Estanguet, Michael Lozio, Étienne Taubois, Fabrice Lacroix, François-Xavier Bonaillet, etc. Parce que moi qui ai eu l'occasion de travailler de manière assez proche avec le COJOP, il y avait une très forte qualité des interlocuteurs et c'était un plaisir de travailler dans ces conditions, beaucoup de professionnalisme. Ce succès, il est donc financier, économique, il est aussi en termes de démonstration de la force française et de la compétence et du savoir-faire français en matière d'événementiel, mais aussi c'est une performance média
qu'on n'a jamais vu dans le passé. Le CIO avait délivré un premier rapport sur l'aura, en tout cas sur le viewership, le nombre de personnes qui ont suivi les jeux. Donc, on atteint 5 milliards. Je lisais aussi que il y avait eu plus de 412 milliards d'engagements issus de 270 millions de posts sur les réseaux sociaux, et c'est en augmentation de 290% par rapport à Tokyo 2020, qui était, faut le rappeler, en plein Covid, et du coup, on misait beaucoup sur plutôt tout ce qui était relais médias, social médias, et finalement, Paris a outperformé de 290% cette donnée de Tokyo. On est 4 ans plus tard, les réseaux sociaux ont aussi beaucoup grossi. La cérémonie d'ouverture a été vue par entre 715 millions et 1 milliard de personnes en live TV. C'est aussi un record. Et puis surtout, on se rend compte que c'est les États-Unis qui ont beaucoup drivé toute la valeur média et tout le viewership, comme on dit. Donc les États-Unis, plus que jamais, le pays du sport et le pays qui suit l'olympisme, avec aussi des athlètes. Moi, je regardais ça m'intéressait beaucoup. Côté athlète, les top 10 athlètes, top 10 athlètes des Jeux et top 10 athlètes féminines des Jeux, il y a 6 ou 7 Américains dans chaque top 10, et les filles génèrent 2 fois plus de valeur média que les garçons. Donc, la figure de l'athlète féminine américaine, c'est la figure très, très grandissante et très victorieuse de ces Jeux, avec notamment Simon Biles et Ilona Maher qui ont été les 2 stars de ces Jeux côté féminin. Est-ce que vous, de ce côté-là, vous aviez aussi des éléments à partager? Dire ou rappeler que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 a été l'événement le plus vu à la télévision française. C'est le record historique d'audience, donc 24,4 millions de téléspectateurs en moyenne, hein, sur la cérémonie des Jeux Olympiques, 83,1% de part d'audience. Donc c'est aussi pour montrer que le sport reste le dernier ou l'un des derniers programmes fédérateurs à la télévision. Alors, avec des guillemets qui vont bien autour de télévision, parce que ça n'a pas été diffusé qu'à la télévision linéaire dans un salon, mais ça a été diffusé sur tous les supports, les téléphones, les tablettes, et puis en dehors du domicile. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement conséquent. Et puis effectivement, on a pu voir l'effet rassembleur de ces jeux avec la capacité en hors domicile, autour de certains écrans. Et c'était marrant parce que c'était des écrans organisés par les collectivités territoriales qui regroupaient des gens, mais c'était aussi des petits écrans. Moi, je me rappelle avoir suivi certaines performances sportives sur le téléphone de quelqu'un qui s'était assis, puis on était tous autour de lui. Donc, j'ai pu voir ça, capacité de fédération, voilà. Mais tout ça pour dire que ce sont des audiences extrêmement conséquentes, massives, et qui probablement, même si là on n'a pas toujours les derniers chiffres, ont pu générer aussi de l'activité commerciale pour toutes les régies publicitaires qui ont dû profiter de cet été 2024, alors qu'on sait que l'été est un moment très creux en télévision, et ben aussi pour pouvoir monétiser tout ça. Donc il y a eu probablement un petit retour sur investissement pour les médias diffuseurs. Et quand on parle d'héritage, parce que c'était un des grands sujets du COJOP, l'héritage de ces jeux, donc on est un peu dans une douche froide budgétaire, on y reviendra en ce moment. Néanmoins, septembre avait donné quelques facteurs de réjouissance avec des inscriptions massives dans les clubs. On peut parler du tennis de table, du volley, etc. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme info sur cet après-JO, évidemment côté licencié et pratique du sport, mais peut-être sur d'autres aspects où on pourrait se dire qu'il y a aussi un aspect très positif de l'héritage de ces jeux? Sur l'aspect licencié, moi je vais être extrêmement attentif à ce qui va se passer maintenant ou l'année prochaine. C'est-à-dire que le boom des jeux, il est traditionnellement exceptionnel dans chaque discipline qui fait une grosse performance au jeu. Forcément, c'était à domicile et forcément avec, comme vous venez de l'expliquer, un retentissement encore plus fort qu'habituellement. Donc le boom, il est encore plus fort, notamment dans les sports où les Français ont brillé, évidemment. Maintenant, la vraie problématique, c'est la capacité des clubs à accueillir et à bien accueillir les licenciés. Bien accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipements, parce que aujourd'hui, les clubs associatifs fonctionnent essentiellement avec des équipements. Peut-être qu'ils peuvent s'en défaire un petit peu en allant hors équipement sportif traditionnel, mais aujourd'hui, néanmoins, c'est ce qu'ils font. La deuxième chose, ça veut dire avoir des encadrants, et il y a une problématique de recrutement
dans l'emploi sportif de manière générale et dans les encadrants qualifiés. Donc c'est un sujet pour les années qui viennent. Et le troisième sujet, c'est l'engagement des bénévoles et des dirigeants bénévoles, parce que être dirigeant bénévole d'un club de 50 licenciés, c'est lourd. Être dirigeant bénévole d'un club de 200 licenciés, c'est encore plus lourd. De 500 licenciés, c'est encore plus lourd. Quoique pas forcément, parce qu'on peut avoir un emploi. Donc ça peut devenir moins lourd. Mais encore faut-il le vouloir et faut-il le suivre. Et donc, ce boom, il était attendu en termes d'attractivité des clubs. Donc moi là-dessus, c'est bien sûr on prend tout ce qui est à prendre, on le prend. Maintenant, ce qui va être essentiel, c'est la fidélisation. Et la fidélisation, elle passe par un accueil de qualité et par justement le fait que les gens se sentent bien dans ces clubs et ont envie de poursuivre dans les clubs. Donc c'est ça qu'on va attendre avec beaucoup d'attention. Maintenant, il y a certaines fédérations qui savent qu'elles jouent gros dans les mois qui viennent, parce qu'elles n'ont jamais été aussi attractives, elles n'ont jamais eu autant de lumière sur elles, et c'est un moment à saisir. Et tu parlais de la Fédération française de tennis de table, on peut parler par exemple de la Fédération française de triathlon. Là, on pense qu'on a des présidents avec Gilles Herbe, avec Cédric Goss, qui vont être à la hauteur des enjeux pour leur fédération, qui vont, on l'espère, savoir capitaliser là-dessus en ayant des plans de développement pour la fédération ultra ambitieux et en étant capable justement de travailler autour de ce succès des Jeux. Donc cet héritage d'un point de vue sportif licencié, pour moi, c'est celui-là. Et puis après, il y a bien sûr l'envie que ça a donné de faire du sport à tout le monde. Ça, on le mesurera dans les baromètres, et notamment dans les baromètres de l'Unilab. J'ai envie de te dire, je suis pas sûr que 2 semaines, avoir applaudi des gens pendant 2 semaines va donner durablement envie aux gens de faire du sport. Encore une fois, c'est ce qui va entourer la pratique sportive de manière générale qui va pouvoir faire travailler. C'est la capacité à communiquer sur les enjeux autour de la pratique sportive qui vont peut-être motiver les gens. C'est la capacité à réinventer au maximum le sport pour être au maximum ludique, qui vont permettre un certain nombre de choses. Donc ça, on va voir ce qui se passe. Et puis parce que il faut en parler, il y a un gros travail qui a été fait quand même sur l'inclusivité dans les clubs pour les parasportifs. Et là-dessus, par contre, moi là, je suis très attentif, parce que ça sera un échec si on n'arrive pas à avoir une part de la population en situation de handicap supérieure à précédemment, qui arrive à pratiquer aujourd'hui et qui arrive à pratiquer dans les associations sportives. Donc là-dessus, on espère aussi des résultats assez forts. Mais pour moi, on n'est pas sur des résultats exceptionnels à ce stade. On est juste dans une tendance qu'on connaissait. Maintenant, on va pouvoir, dans les mois et dans les années qui viennent, savoir si le mouvement sportif notamment avait suffisamment anticipé ce sujet-là et s'était suffisamment structuré en amont pour savoir capitaliser sur cet effet de levier qu'ont été les Jeux. Mais pour moi, il est trop tôt pour répondre à cette question. Ouais. Je m'étais noté là pour clore un petit peu ce chapitre de l'année 2024. Est-ce qu'il y a eu un changement de logiciel au regard des nouveaux défis, des nouveaux challenges qui est en train d'arriver, ou est-ce que vous pensez qu'on est toujours sur une sorte de business as usual? Qu'est-ce qui, selon vous, a structurellement assez changé dans l'état d'esprit des dirigeants du monde du sport, même si évidemment on a une nouvelle ministre des Sports et qu'il n'y a pas à ce point-là, à ce niveau-là, beaucoup de continuité avec l'ancienne ministre. Mais voilà, quel bilan en termes de nouveaux schèmes de pensée, nouvelles manières de penser le sport serait éventuellement arrivé grâce à ces Jeux, ou peut-être pas du tout, malheureusement? Bah, je suis Christophe? assez, ouais, je suis assez réservé sur ça, en fait. On voit qu'en fait, une fois que l'événement est passé, finalement, on revient assez vite aux considérations du quotidien, puis ça nous permettra d'enclencher avec 2025. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, c'était Paris 2024, ça a été un immense succès collectif. Il y a eu toutes les énergies de tous les acteurs qui ont été, à un moment donné, mises en commun pour faire de ces Jeux une réussite, parce qu'il y avait un enjeu géopolitique absolument colossal. Il fallait pas se manquer. Voilà, quand tu parles des chiffres d'audience, que ce soit à l'international ou en France, le moindre petit couac aurait été catastrophique et dévastateur pour notre image. Donc effectivement, on a pu mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes
Le mouvement sportif, bien sûr, mais le mouvement sportif, il est convaincu de l'utilité et de l'intérêt des Jeux, mais aussi le mouvement politique avec la DIJOP, qui a la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques, qui a parfaitement coordonné l'action publique avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble des entreprises privées qui intervenaient de près ou de loin dans l'organisation de ces Jeux. Donc tout ça a bien fonctionné. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut quand même un événement de la puissance au sens économique et médiatique et géopolitique du terme pour arriver à de telles mises en commun. Et je crains que on reparte ensuite de façon un peu dispersée. Alors, il faudrait justement pas que Paris 2024 ne reste un vague Un souvenir mirage. d'un moment un peu euphorique, mais il faudra aussi se rappeler de ça. Euh, je pense, moi, je pense que la vertu que ça peut avoir eu, c'est que justement, on a fait travailler ensemble des gens qui ne se connaissaient pas, qui avaient des façons de travailler différentes, et quelque part, on a rapproché certains mondes qui étaient relativement étanches. On travaille beaucoup en silo en France, et donc moi, c'est peut-être là-dessus, mais c'est difficile à mesurer, hein, mais c'est peut-être là-dessus qu'on peut essayer de capitaliser. Voilà, quand on fait travailler le mouvement sportif avec France Travail sur des job dating du stade vers l'emploi, bah, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des mondes qui communiquent pas forcément beaucoup. Et donc, c'est sûrement là-dessus qu'il faut capitaliser. Voilà. Se rappeler qu'on a réussi à travailler ensemble, à développer des projets ensemble et démontrer qu'on peut essayer de le faire. Maintenant, est-ce que ça va complètement renverser la table? Je suis pas convaincu. Et puis, on voit malheureusement qu'on repart sur une façon de penser le sport assez classique, alors même qu'effectivement, il faudrait penser le sport de façon un peu différente. Et donc, le voir comme un outil puissant au service des politiques publiques, rentable pour le coup. Ça c'était plutôt intéressant, mais je crains que ce ne soit pas forcément le cas en 2025 et dans les années qui arrivent. Benjamin, avant d'ouvrir ce 2025. Ouais, il y a une étude qui n'existe pas et que j'aimerais bien faire un jour, mais je pense qu'il y a un travail qui est extrêmement difficile. Ça serait d'être en capacité d'évaluer la place du sport dans tous dans tous les programmes municipaux. Ça aurait été intéressant de le faire pour les dernières municipales et ça serait intéressant de le faire pour les prochaines et de voir si cette part a progressé. Alors, certes, ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres de la place potentielle du sport, mais moi, j'ai toujours imaginé que la grande victoire de Paris 2024, ça pourrait être de faire en sorte que des gens qui ne s'intéressaient pas au sport s'y intéressent davantage. Et donc ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire les élus locaux, effectivement, parce qu'on sait que le sport, à part être l'endroit où on peut toucher régulièrement pas mal d'électeurs, c'est pas non plus souvent une stratégie de fond pour les élus locaux. Donc, est-ce que ça va changer et est-ce que la part du sport va être supérieure grâce au jeu et grâce au fait qu'ils ont appris à parler de sport pendant des années, parce qu'ils ont tous parlé de sport ces dernières années. Tous les élus et de bon niveau ont eu à parler de sport, ce qu'ils n'avaient jamais eu à faire de telle manière auparavant. Donc, est-ce qu'ils ont pris goût et est-ce que du coup, ça va les inspirer en se disant, je ne peux pas faire l'impasse sur ce sujet et ça doit être un sujet majeur dans mon programme en 2026. Ça va être intéressant. Et puis la deuxième chose, ça va être de se dire, et ça Christophe l'a très bien dit, il y a énormément de gens qui ont travaillé ensemble autour du sujet sport dans tous les ministères, au ministère de la Santé, au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, dans tous ces ministères-là. Est-ce qu'ils y ont pris goût et est-ce que du coup il va y avoir un réflexe sport qui va être beaucoup plus fort au sein notamment de la haute administration? C'est un sujet aussi. Et puis le dernier point, mais ça c'est toi Pierre qui peut nous répondre. Est-ce que au sein des grandes entreprises qui se sont dit les jeux ont été une opportunité extraordinaire, je ne peux pas louper ce moment fort en France et je dois faire partie de l'aventure? Est-ce que ces grandes entreprises vont vouloir continuer ou elles vont se dire non, j'ai tout mis les 4 dernières années pour ce sujet, c'était le feu d'artifice et après on verra plus tard si je me remobilise un jour ou est-ce que je vais m'inscrire dans la continuité de ce que j'ai fait depuis 4 ans. On a plutôt l'impression aujourd'hui qu'il y a assez peu d'entreprises qui communiquent sur le post-jeu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les entreprises ont tout mis, mais c'est normal aussi, hein, il fallait exister au moment opportun, mais du coup, il n'y a pas trop de récits post-jeu aussi aujourd'hui de la part des partenaires. Est-ce qu'il va y en avoir dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a ces top sponsors des Jeux de Paris 2024 qui vont se dire, en fait, je vais reprendre la parole sur ce sujet, je vais recapitaliser là-dessus? On a plutôt l'impression
c'est la négative, de répondre par la négative aujourd'hui sur ce sujet, mais on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant aussi à observer. Ouais. Bon, les partenaires avaient des droits jusqu'au 31 décembre 2024. Hein. Ils peuvent plus. Oui, mais tu vois l'histoire, tu peux la raconter autrement sûr. derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vouloir continuer à parler de sport dans la stratégie de communication de l'entreprise, que ce soit sa stratégie d'image ou de notoriété, ou même sa stratégie interne? Est-ce qu'on va continuer à parler de sport ou pas? Je pense que les entreprises y ont pris goût. J'espère. On va voir, mais peut-être des choses. On a quand même beaucoup parlé de puissance publique et d'aspect de comment on appréhende le sport, comment comment la sphère publique appréhende le sport. Moi, je suis à 100% en phase avec Benjamin, c'est-à-dire que le sport, le financement du sport, le soutien au sport, il peut évidemment et surtout, il ne doit pas être uniquement public. Il doit effectivement y avoir, je pense, un effet d'impulsion ou de correction par la puissance publique. Quand je parle d'impulsion, c'est-à-dire pouvoir être un élément déclencheur de financement de certains projets, ou de correction, c'est-à-dire corriger des inégalités d'accès ou des inégalités diverses et variées relatives au sport. Mais il faut effectivement que la sphère privée, elle joue pleinement son rôle. Alors la sphère privée, c'est évidemment les pratiquants eux-mêmes. Hein. Faut quand même pas oublier que ce sont les pratiquants qui financent majoritairement à les activités sportives. Une superbe étude menée par deux très bons cabinets ici représentés avait démontré que le budget des associations sportives, il provenait essentiellement de la sphère privée et en grande partie des cotisations des adhérents, mais bon, peu importe. Mais il y a aussi le sujet des entreprises. Et c'est vrai que les entreprises, bon, ben là, comme pour les autres, hein, il y a eu cet effet jeu massif. Il faut aussi qu'elles s'emparent de ce sujet-là, parce que et on a eu, nous, l'occasion, dans le cadre de nos travaux, de pouvoir faire quelques entretiens avec certains sponsors, mais je pense que tu as raison, hein, elles y ont pris goût. C'est-à-dire que ces entreprises, elles ont vu que le sport, c'était un puissant outil de communication, bien sûr, mais ça, on le savait, mais que c'était aussi un outil de fidélisation et d'engagement auprès des... Exactement, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, C'est de pouvoir organiser des choses avec les collaborateurs, de créer un sentiment d'appartenance, de pouvoir avoir des collaborateurs qui ont un exactement. meilleur bien-être au travail, etc. Et ça, je pense que cet effet-là, il sera, à mon avis, il a été perçu, donc ça mérite probablement d'avoir un vrai storytelling pour du sport pour pouvoir construire quelque chose. Et dernier élément, Formidable. Ouais. tout le Non, dernier élément, un outil politique RH assez puissant, en effet. ouais, tout à fait. Et donc juste sur l'aspect la place du sport dans les politiques publiques et dans les programmes politiques. Bon, c'est sûr que c'est plus facile à faire sur une présidentielle où tu as une quinzaine de candidats que sur 36 000 communes. Maintenant, je suis d'accord, ça serait intéressant de pouvoir analyser le sujet sur les élections municipales qui approchent là d'ici un an. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est quand je vois les 3 lignes qui sont consacrées au sport dans la déclaration de politique générale de François Bayrou, avec 3 lignes qui n'ont ni queue ni tête et et aucune logique d'ensemble. Bon, évidemment que le discours de politique générale ne va pas tourner autour du sujet sportif, mais on aurait pu avoir 3 lignes qui soient un peu plus cohérentes et mieux travaillées. Donc je sais pas si c'est quelque chose dont il faut avoir peur ou si c'est juste un petit raté des plumes de François Bayrou. On verra ça dans les prochaines semaines. Magnifique transition, Christophe, je te remercie. On avait Amélie Oudéa-Castéra qui était ministre des Sports sous Macron. On a désormais Marie Barzac qui est en charge de l'héritage des Jeux et qui est nommée ministre des Sports. Dans un contexte où le budget des sports a été raboté d'environ 900 millions à 600 millions, vous allez un petit peu me corriger. Donc évidemment, grosse douche froide sur ce début d'année 2025. On va essayer d'être aussi positif, de traiter cette année 2025 sous l'angle des choses qui seraient peut-être un peu réjouissantes et je compte sur vous pour essayer d'éclaircir notre chemin à ce sujet. Mais parlons en effet de cette dynamique budgétaire qui est assez morbide, délétère, je ne sais pas comment la nommer. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en arrive là avec une gronde assez forte du mouvement sportif, évidemment. Bah, moi, j'ai envie de dire 2 choses par rapport à ça. La première, c'est que fallait être fou pour penser qu'il y aurait pas de baisse du budget du ministère des Sports post-2024. Donc à un moment donné, bien sûr, il faut s'en insurger et bien sûr, il faut continuer de dire qu'on veut un budget supérieur pour les sports. Maintenant, quand tu vas organiser le plus grand événement sportif planétaire que tu organises une fois tous les 100 ans, tu vas mettre des moyens complémentaires, tu vas vraiment travailler en amont au maximum les choses. Tu as un zoom extraordinaire, tu vas contenter tout le monde. Tout le monde fait de la politique. On sait bien que c'était de la politique. Il fallait aussi
mettre de l'essence dans le moteur dans la perspective des Jeux. Et donc, il y a eu une augmentation du budget des sports un peu ces dernières années. Elle aurait pu être plus forte, mais il a quand même un petit peu augmenté. Et quelque part, le fait qu'il y ait un petit retour à la normale, et s'en indigner, c'est un peu trop facile. C'est-à-dire que voilà, c'était sûr qu'il allait avoir un petit retour à la normale. Ce retour à la normale, d'ailleurs, il a été gentiment critiqué, mais les gens le savaient. Là, c'est le coup de rabot supplémentaire qui a essayé d'être fait, qui a été beaucoup plus vivement critiqué parce qu'on a l'impression que quand il faut faire des économies supplémentaires, là, on va le chercher sur le sport. Donc, déjà, il y a deux sujets. Il y a le fait de revenir à un budget plus faible et le fait d'avoir voulu faire un coup de rabot supplémentaire. Donc, ça, c'est deux choses qui sont différentes et qui sont importantes. Et puis après, parce que puisque tu évoques les nouveaux ministres, euh, là où on va voir aussi, et c'est ça va être extrêmement intéressant ou extrêmement important, c'est que avec Amélie Oudéa-Castéra, on avait une ministre dont on sait qu'elle avait la ligne directe avec le président de la République, dont on sait qu'elle était influente auprès du président de la République, qu'elle travaillait avec tout l'exécutif, et donc elle était capable aussi de peser sur un certain nombre de décisions et d'aller chercher ses budgets et d'aller défendre ses budgets au maximum. Je pense pas que Gilles Aveyraud est en capacité d'aller chercher ses budgets et n'avait pas le poids politique dans l'exécutif précédent pour se battre sur ces sujets-là. Donc forcément, il y avait à mon avis une difficulté complémentaire sur ce sujet-là. Et puis c'est là où aussi on va attendre de voir ce que va pouvoir faire Marie Barsac. Marie Barsac, il y a aucun doute, je pense. Je pense que Christophe sera d'accord avec moi sur ses compétences, sur ses qualités, sur sa connaissance du secteur, sur la manière dont elle va être capable d'insuffler des dynamiques. Par contre, Marie Barsac, et je ne lui fais aucun procès d'intention en disant ça, c'est pas une politique à la base, elle fait pas partie des appareils, et donc par contre, elle a peut-être moins l'habitude d'aller défendre des positions budgétaires et d'aller se battre pour des budgets. Et sur ce sujet-là, elle va être beaucoup attendue aussi de la part de l'ensemble des acteurs du sport, et ça va être intéressant de voir comment elle arrive à peser justement pour faire en sorte que ces coups de rabot soient les plus faibles possibles. Et ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi à suivre dans les mois qui viennent. Ouais. Christophe? Par rapport au budget, bah, évidemment, il y a une baisse qui est mécanique, c'est-à-dire c'est la baisse des moyens ou l'extinction des moyens de l'État qui étaient consacrés au sport à travers les Jeux olympiques et paralympiques. Hein. Donc il y a une baisse de 140 millions d'euros, 141 millions d'euros qui s'explique. Celle-ci, elle est normale, quelque part, ça s'éteint, etc. Et je rejoins Benjamin dans un contexte où il faut faire plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies. Il fallait être fou et ou naïf pour croire que le budget des sports ne se fait pas impacter. Ce qui est vrai, qui est un peu embêtant, c'est l'ampleur de l'impact. Au regard d'une ligne budget qui pèse 0,13% du budget de l'État, il faut quand même rappeler le poids du sport dans le budget de l'État. Donc en fait, on a le sentiment, je pense que les parties prenantes du sport ont le sentiment que l'effort qui est demandé, il est surimportant par rapport justement au poids que ça représente. Et c'est vrai que le coup de rabot supplémentaire qui aurait fait passer le budget des sports, mais qui aurait fait baisser le budget des sports, de plus de 300 millions d'euros. Bon voilà, il a été mal perçu, et ce d'autant plus que c'est arrivé à travers un amendement proposé par le gouvernement, déposé à 19h pour un examen en séance au Sénat à 21h. Donc on a eu le sentiment que c'était un truc un peu last minute pour prendre un peu tout le monde de court. Bon, les sénateurs ont rejeté cet amendement à l'unanimité, voire même ont pris un amendement qui permettait d'augmenter le budget de l'État à travers un déplafonnement des taxes, Ouais, notamment les ils ont taxes. sauvé 34 ou 35 millions, c'est ça? Ouais. Ils ont sauvé 30 millions, ils ont pris un nouvel amendement qui amènerait 80 millions d'euros de supplémentaires si je dis pas de bêtises, de revenus pour le budget. On verra si cet amendement-là survit à l'examen en commission mixte paritaire, puis à l'Assemblée nationale. Et on verra aussi si l'amendement du gouvernement ne revient pas. Mais a priori, il reviendra, puisqu'ils vont essayer de faire des économies. Mais effectivement, politiquement, le sport, je crois que j'en discutais avec, ouais, j'en discutais avec quelqu'un qui est assez impliqué dans ces sujets-là. Le sport était remonté de façon très nette au niveau de l'agenda, par exemple, du Conseil des ministres, grâce aux Jeux. Là, le sport va redescendre, mais là encore, c'est mécanique et c'est normal. Le sujet, c'est quelle va être la capacité de Marie Barsac et de ses équipes à pouvoir peser et à pouvoir aller discuter de bout de gras avec Bercy, avec les autres ministères. Là, c'est sûr que dans un contexte d'austérité budgétaire, parce que c'est un peu ça le contexte,
ça va être difficile. Donc il va falloir se battre pied à pied, programme par programme et ligne à ligne. La force de Marie Barsac, c'est qu'elle connaît très bien le sport, très bien les acteurs sportifs et qu'elle a porté les programmes d'héritage. Donc elle sait ce que le sport est capable d'amener. Sa faiblesse, c'est effectivement qu'elle pèse politiquement moins que ne pesait par exemple Amélie Oudéa-Castéra, qui était effectivement en ligne directe avec le président de la République. Voilà, il va falloir voir. Il faudra juger déjà. Dans le meilleur des cas, de toute façon, ils ont 2 ans. Hein, il y a 2 ans pour ce ministère-là, pour cette équipe-là, jusqu'au présidentiel, à la présidentielle 2027. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant, c'est sûr que ça va être très compliqué. Après, là où moi je suis pas non plus trop alarmé, c'est que le budget de l'État, c'est pas le plus grand des budgets qui est consacré au sport. Le premier financeur public du sport, ça reste les collectivités territoriales. Alors qui peuvent être elles-mêmes impactées par le fait que la réduction du budget de l'État peut impacter le budget des collectivités et donc en impactant le budget des collectivités, impacter le soutien au sport. Mais ça reste quand même les collectivités les premiers financeurs et publics, et les premiers financeurs tout court, ça reste les pratiquants eux-mêmes et les sponsors. Donc là, il faut espérer que de ce côté-là, il y ait cet effet d'entraînement qui perdure. On en a parlé juste avant. Et c'est-à-dire que le nombre de licenciés qui a augmenté en septembre, même s'il rediminue, reste supérieur à ce qu'il était avant les Jeux. Et que le nombre de pratiquants dans l'ensemble, parce que moi, je pense qu'il faut aussi élargir un petit peu la façon de penser. Je suis un produit du sport associatif, donc je vais pas évidemment pas le critiquer. Le sport associatif, c'est génial, mais en fait, aujourd'hui, notre pays, il a besoin de gens qui pratiquent tout court, que ce soit en association, que ce soit en loisirs privés marchands ou que ce soit tout seul. Et donc, il faut espérer que là aussi, ces gens-là pratiquent. Et donc, qu'on puisse accompagner cette pratique-là avec des aménagements, avec des entreprises privées qui peuvent s'installer sur des marchés, et puis avec un mouvement sportif qui maille le territoire. Donc, il faudra voir ce que tout ça donne. Je veux pas attaquer cette année-là en étant trop pessimiste. Je pense qu'on a vu ce que le sport pouvait apporter. On a mis en place un certain nombre de programmes pour développer la pratique sportive partout et notamment dès le plus jeune âge, pour faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes de sédentarité chez nos enfants. Et donc, il faudra mener des évaluations de moyen et long terme pour voir si ces programmes ont porté. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut essayer de rester optimiste, de serrer les dents et de rentrer un peu la tête dans les épaules pour passer la tempête et puis faire en sorte qu'on ait des jours meilleurs en 2025 et au-delà parce que le sport le mérite. Écoute, sur les facteurs de réjouissance et d'optimisme, je vous propose de les aborder. Qu'est-ce qui, en 2025, voilà, constitue peut-être un facteur d'optimisme pour vous? Qu'est-ce qui va arriver et qui, selon vous, va structurer positivement cette année dans le monde du sport? On aurait pu, et on va peut-être aussi parler de LA, mais parlons déjà sur le niveau franco-français et européen. Qu'est-ce qui vous marque particulièrement positivement sur cette future année? Ouais, il y a quelque chose qui me marque négativement pour l'instant, mais qui pourrait me marquer positivement dans les semaines qui viennent, ou en tout cas dont j'attends beaucoup. On a beaucoup parlé de Paris 2024 et des succès du COJOP et de la manière dont ça s'est bien tenu. Aujourd'hui, on peut quand même être un petit peu inquiet sur ce qui se passe par rapport aux Jeux 2030. Inquiet pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on a pris du retard qui est lié en partie pour des raisons, voilà, dont on sait d'instabilité politique actuellement en France, qui compliquent les choses. Mais on a un peu l'impression aussi que ce projet des Jeux 2030, il est un peu mal né dans la concurrence politique que se mènent deux régions et qui est un facteur de risque majeur pour l'organisation. L'immense force de Tony Estanguet, ça a été quand même de dire à un moment donné à tous les politiques, maintenant vous me laissez travailler, vous me laissez faire, c'est moi qui décide. Et l'organisation des Jeux, ça ne concerne pas directement le politique. Il y a des parts qui nous concernent directement. La ville de Paris a fait énormément de choses extraordinaires pendant les Jeux de son côté et a participé pleinement à la réussite. Mais le COJOP menait son action, était seul à mener. Et quand il prenait une décision au niveau du COJOP, il n'y avait pas de remise en cause possible par le doigt de Dieu qui venait s'abattre sur la décision prise par le COJOP parce qu'un tel ou un tel ne voulait pas. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que les présidents des deux régions concernées par les Jeux 2030 ne l'entendent pas de cette manière. On a même ouï dire, à confirmer bien sûr, mais qu'ils ne voulaient pas de président qui aurait trop les mains libres et qui serait trop exécutif et qui pourrait trop
mener eux-mêmes leur barque et gérer eux-mêmes le comité d'organisation. Et là, on pourrait passer d'un seul coup à l'extraordinaire capacité de la France à se mobiliser pour la réussite de Paris 2024, à l'extraordinaire capacité de la France à se saboter pour les Jeux d'après. Donc pour l'instant, c'est une frayeur, mais c'est une frayeur qui pourrait se transformer en point extrêmement positif. On l'a vu, Paris 2024, encore une fois, on en a beaucoup parlé, a été un merveilleux catalyseur pour plein de choses et pour plein de projets. Ça a rehaussé la place du sport, comme l'a redit Christophe, dans les agendas politiques, dans les programmes politiques, dans les entreprises privées. Et ben France 2030, si les prochaines semaines sont rassurantes par rapport à tous les dangers que je viens d'évoquer, si jamais on est rassuré sur tous ces sujets-là, si jamais on a une prise de présidence et une prise de direction au sein de France 2030 qui est claire, qui est nette et qui peut mettre en place de manière ultra sérieuse le projet, et ben on n'aura pas autant que Paris 2024 parce que les Jeux d'hiver, c'est pas les Jeux d'été, mais on aura quand même un projet aussi qui va aider le sport à capitaliser Et qui rassurera le secteur privé aussi. qui rassurera le secteur privé, qui rassurera tout le monde. Et puis on peut espérer aussi que certains acteurs se disent après Paris 2024, mince, j'ai pas assez capitalisé sur le sujet. Donc le fait d'avoir une deuxième chance, même encore une fois, c'est pas la même chose, mais avec France 2030, ça peut être exceptionnel. Néanmoins, là-dessus, on va avoir un premier trimestre 2025 qui va être extrêmement clé. Soit à la fin du premier trimestre, on a une gouvernance ultra claire, on a un président qui a les mains libres, qui est capable de nommer son équipe, une équipe qui est capable de se soustraire des agendas politiques des uns ou des autres et de l'influence politique des deux présidents de région, et ça va bien marcher. Soit on reste sur un monstre à deux têtes avec deux présidents de région qui veulent tirer les ficelles systématiquement et qui ne cherchent que pendant toutes les prochaines années à imposer leur point de vue. Et là, ça va être extrêmement compliqué. J'ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un du CIO qui nous disait aussi que tout le succès des à côté de Paris 2024, dont on n'a pas énormément parlé aujourd'hui, mais on peut en parler, c'est-à-dire la baignabilité de la Seine, c'est-à-dire l'extraordinaire programme de mobilisation des volontaires de Paris 2024, mais aussi de la ville de Paris, tout le social, toute la mobilisation, tout ça, ça a été possible aussi grâce à une continuité politique qui a été assez unique en France. C'est-à-dire que si on prend la région Île-de-France, si on prend la ville de Paris, si on prend le gouvernement, globalement, on a eu pour le coup une grande stabilité politique sur tout le projet de Paris 2024, qui fait que la vision qui a été édictée au départ, elle a été partagée par tout le monde. Et après, tout le monde a été quand même plus ou moins dans le même sens, même s'il y a eu forcément à un moment donné des zones de flottement. Et à contrario, ce qui se passe en Australie, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui parce qu'ils en sont déjà à plusieurs gouverneurs différents ou maires différents des grandes villes. Et c'est quand même très difficile quand on édicte une vision au départ, qu'on doit la rechallenger en fonction des nouveaux politiques à chaque fois. Donc, encore une fois, ces projets, ils doivent être capables d'être au-dessus du politique pour marcher. Et c'est ce qu'on attend de France 2030 dans les prochaines semaines. Et on espère du coup que ça aura un impact très positif pour le sport français. Et je me permets une digression un petit peu forte sur 2036 et les Jeux Olympiques de 2036, parce que pour le coup, le leadership, il est complètement privé sur la candidature, la future candidature des Indiens à 2036, beaucoup porté par la famille Ambani, qui est une famille richissime d'industriels. Et je pense, s'ils gagnent les Jeux, que ça va filer peut-être un peu plus droit avec moins d'intermédiaires politiques. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, on voit qu'ils se structurent comme tel. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, après, sur Donc, 2030, d'optimisme, voilà, sur cette future année. sur 2030, Benjamin a tout dit. Moi, j'aurais envie d'être optimiste sur le fait qu'on a un certain nombre d'actions, de programmes, de choses qui ont été impulsées autour des Jeux. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. C'est des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent pour fonctionner. Il y a des communautés qui ont été constituées, qui sont des communautés captives qu'il faut absolument aller explorer. La communauté Génération 2024, le réseau Terre de Jeux, enfin tout ça effectivement aujourd'hui existe. Ça existait de façon très dispersée. Enfin, Génération 2024 n'existait pas, mais Terre de Jeux c'était des territoires qui existaient, qui soutenaient déjà le sport. Là, on a eu un effet On peut saluer Romain Lachance et Raphaël Leclerc à ce sujet. qui ont quand même pris leur bâton de pèlerin pour aller partout. Je pense qu'ils se sont déplacés beaucoup. Et effectivement, on peut les saluer pour ça. Donc je pense il faut animer ce réseau-là. Il faut faire en sorte que ça continue de vivre.
Les programmes 1, 2, 3 nager pour développer le savoir nager dans les territoires carencés est une réussite. Bon, les 30 minutes d'activité physique quotidienne, il faut attendre de voir ce que ça donne véritablement pour pouvoir en faire une évaluation très précise, mais malgré tout, ça peut être intéressant, surtout si on connecte bien avec la sphère éducative d'un côté, avec le mouvement sportif de l'autre. Enfin, voilà, si on veut être optimiste, c'est se dire, essayons de cultiver ça. On a mis du terreau, on a semé quelques bonnes graines, et il faut cultiver ça pour faire en sorte que la place du... En fait, ce qui joue, c'est la place du sport dans notre société. Pour faire en sorte que la place du sport dans notre société, on n'a pas renversé la table et le sport n'est pas devenu le truc numéro un, mais qu'on passe peut-être du 10e, 15e ou 20e sujet à un niveau un petit peu supérieur, qu'on se dise que finalement, le sport et les activités physiques et sportives, c'est quelque chose d'important pour un pays, parce que ça fait des générations qui sont en meilleure santé, parce que ça fait des travailleurs qui sont plus prêts au travail, moins malades, plus engagés, et que tout ça sert finalement la cause et l'intérêt général. Il y a d'ailleurs la branche sport et l'Observatoire des métiers du sport qui vont sortir une étude sur l'impact économique, social et sociétal du sport. Là, c'est une revue de littérature qui a été réalisée. Ça va sortir d'ici 10-15 jours. Ça permet de fixer un certain nombre de sujets et de se dire, finalement, c'est bien le sport. C'est pas juste quelques personnes qui courent après un ballon, qui tapent dans un volant ou qui plongent dans une piscine. Ça va bien au-delà de ça. Moi, je pense, je suis optimiste, honnêtement. Ça nécessitera l'implication de toutes et tous, hein. Je pense qu'il va falloir que nous qui sommes des convaincus, on continue à prêcher pour ce secteur-là. Mais convaincu que c'est l'effet des jeux, l'effet de ce qu'on a vécu, ça peut être là, ça peut être de se dire, regardez ce qu'on a pu faire. Ça peut fonctionner, ça peut marcher, mais ça demande de l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux massifs, hein, et je pense en particulier à un enjeu extrêmement conséquent dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est l'enjeu de transition écologique du sport. Ça, c'est massif, mais effectivement, je Christophe, pense qu'il faut continuer. Ouais. si je peux rebondir justement sur ce côté transition écologique, parce que tu as parlé tout à l'heure du discours de politique générale de François Bayrou. Il y a une bonne nouvelle pour le sport quand même dans ce discours de politique générale, une bonne nouvelle indirecte. Mais tu as parlé et d'activité physique et sportive et de transition et de développement durable. C'est la poursuite du plan vélo. Ça, c'est une nouvelle exceptionnelle parce que pour moi, c'était bien au-delà du rabais sur le budget des sports. C'était une vraie catastrophe. Je comprends pas que ce plan vélo soit pas 10 fois supérieur. Alors le voir supprimé par le gouvernement Barnier, pour moi, c'était terrible. Aujourd'hui, pour moi, la première chose pour faire en sorte d'être, puisque c'est la grande phrase d'être une nation plus sportive en France, c'est de faire en sorte que les gens se déplacent essentiellement en marchant et en vélo et pas en voiture, pas en trottinette électrique. Parce que la trottinette électrique, c'est bien gentil, mais c'est souvent pour faire des trajets qu'on fait à pied. Les faire plus rapidement en trottinette électrique, ça remplace pas la voiture. Donc vraiment, le plan vélo et se dire que les mobilités douces vont prendre une part de plus importante, ça, j'en suis convaincu. Ça, je pense que la dynamique est en marche. Je pense que les gens comprennent de plus en plus. Ils comprennent que c'est bon pour leur santé, ils comprennent que c'est bon pour la planète. Ils comprennent que c'est bon parce qu'il y a moins de pollution sonore, ils comprennent tout ça. Et pour le coup, avoir vu que ce plan vélo se poursuit, ça c'est une des bonnes nouvelles de ces dernières semaines. Et vraiment, moi, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Je rappelle toujours, mais quand on donne l'exemple d'Amsterdam, les gens nous disent à chaque fois, oui, Amsterdam, c'est pas la même culture, etc. On prend les images d'Amsterdam 4 ans avant le choc pétrolier et 4 ans après le choc pétrolier. 4 ans avant, c'est Paris. 4 ans après, ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus une voiture. Donc c'est une volonté politique qui permet à un moment donné de faire un changement radical dans la manière dont les gens peuvent se mouvoir Et dans Benjamin, une ville. en complément, il y a eu une étude d'émissions de gaz enfin d'émissions carbone sur Paris là depuis 10 ans avec le plan vélo d'Hidalgo. Et le fait que, en fait, ça s'est déconcentré du centre-ville et ça s'est remis essentiellement sur la périphérie. Et donc, beaucoup plus de pistes cyclables et du coup, une qualité de l'air, une qualité de vie à Paris qui a diamétralement changé. Alors oui, ça a été des sacrifices. Oui, beaucoup de gens étaient pas du tout contents du plan Hidalgo, mais le fait est que, en termes
de qualité de l'air parisien, il y a eu un impact majeur grâce à ce plan vélo et cette végétalisation plus la transformation en piste de vélo. Mais parce que ça bouscule des habitudes. En fait, bien sûr que ça se fait pas dans la douceur et que ça se fait pas sans difficulté. On a un pays qui est historiquement construit autour de la voiture. On a des mobilités qui sont organisées avec des mobilités carbonées. On a des gens qui habitent loin des centres de travail et des centres économiques. Donc, et notamment parce que la pression foncière est telle que ces gens-là peuvent pas habiter. Et donc, effectivement, quand tu mets tout ça bout à bout, quand tu prends des mesures qui visent à moins utiliser la voiture, si tu les prends toutes seules, c'est une catastrophe. Mais donc c'est pour ça qu'il faut les accompagner d'un plan vélo, il faut les accompagner d'un développement des transports en commun, du réseau de transports en commun, etc. D'une sensibilisation aussi sur le fait que quand on a 1 kilomètre à faire, il vaut peut-être mieux le faire à pied si c'est possible que de le faire en voiture. Et donc oui, ça bouscule des habitudes et c'est ça qui est douloureux, qui peut être douloureux, mais tous les résultats démontrent qu'effectivement, quand tu utilises moins la voiture et plus tes pieds ou le vélo ou n'importe quel moyen de mobilité décarboné, l'impact sur le niveau de pollution, il est direct. Donc voilà, il faut continuer ça, il faut continuer à développer les mobilités actives. Il y a eu aussi là tout un travail de fait sur le design actif, les mobilités actives autour de Paris 2024. En fait, on en a beaucoup parlé, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Paris 2024, ça a été ça restera un épiphénomène dans la longue histoire française. C'est-à-dire que on a eu les Jeux en 2017, le COJO a existé de 2018 à 2025, et après basta, c'est terminé. Mais par contre, cette petite parenthèse, elle a permis d'impulser un certain nombre de choses. Et donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que tout ce qui a pu être impulsé et qui fonctionne, évidemment, tout n'a pas fonctionné, tout ne fonctionnera pas, mais tout ce qui a été impulsé et qui fonctionne, il faudrait que ça perdure, que ça s'amplifie. Et donc, c'est sur le plan vélo, sur les mobilités douces, sur tout ça, il faut que ça perdure et que ça s'amplifie parce que ça rejoint en plus des enjeux de société, la transition écologique, qui sont massifs. Et donc là, le sport a une vraie carte à jouer. Et c'est en ça que moi, je veux croire à des lendemains qui chantent parce que le sport, les mobilités actives, les pratiques d'activité physique et sportive, dans une société à repenser, ça peut vraiment monter de façon très importante en termes de priorité. Super. Et donc, de l'importance des grands événements pour faire bouger des lignes et pour faire passer à de nouveaux logiciels, parce que ces petits coups de pied aux fesses que nous imposent parfois les grands événements, on percole et cascade sur plein d'autres pans du vivre ensemble et des politiques publiques ou des politiques économiques. Est-ce que vous aviez un dernier élément à partager ou on s'arrête là, les amis? Je pense qu'on peut s'arrêter là et on peut souhaiter de continuer à avoir de belles discussions ensemble et à refaire cette émission dans un an en ayant encore beaucoup d'optimisme et des bonnes nouvelles sur la manière dont les choses se sont passées en 2025 pour le sport français. Écoutez, messieurs, merci infiniment. Excellente année à vous. Excellente année à vous, chers auditeurs et parfois peut-être les gens qui vont nous regarder sur YouTube. On va essayer de faire un peu plus de formats comme ça, vidéo. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Je vous remercie d'être toujours là et toujours plus nombreux. À très bientôt. Au revoir, messieurs. Merci Pierre, au revoir. Salut.